D'accord, merci beaucoup, Monsieur Prazuc. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran afin de parler donc, des enjeux environnementaux des dragages. J'espère que tu m'entends bien. Ça va? Oui, je vous entends. Ok. Voilà, je pense que vous avez mon écran en visuel. Ok. Donc, je ne vais pas me représenter. Donc, Julie Droit, je travaille au CEREMA Risque OMR et donc je vais vous parler des dragages maritimes et des enjeux environnementaux. Donc, présenter cette problématique, je vais tout d'abord parler du contexte général lié au dragage et à l'environnement. Je vais aborder le cadre réglementaire dans ses généralités, hein, et puis surtout les perspectives d'évolution actuelles. Ensuite, on verra tout ce qui est surveillance de la qualité des sédiments portuaires. Donc là, je vais parler de la surveillance qui est réalisée par le CEREMA. Ensuite, tout ce qui est solutions de prévention des pollutions au niveau des ports. Et puis, les problématiques liées à la gestion des sédiments de dragage et à l'économie circulaire. Alors, pour parler du contexte général en restant très général, les ports sont soumis à une sédimentation qui est plus ou moins importante selon les sites. Dans tous les cas, ce sont des lieux protégés, donc ils sont propices à la sédimentation. Soit ils sont naturellement protégés, soit il y a donc le plus souvent aussi des ouvrages de type digue qui font obstacle au transit sédimentaire. On a du coup des apports sédimentaires à la fois des fleuves et du milieu marin qui arrivent dans ces ports et comme les conditions sont très calmes, ils se déposent dans les ports et pose des problèmes donc de hauteur d'eau. Et donc, les gestionnaires portuaires doivent draguer les sédiments donc de façon moins régulière selon les sites pour maintenir les tirants d'eau qui sont nécessaires à l'accès des navires. Donc, la problématique globale, c'est d'optimiser le coût des opérations, donc tous les aspects économiques, les aspects également techniques avec la performance des équipements, la performance à la fois en termes de quantité draguée, de possibilités techniques de dragage, mais aussi de réduction des impacts environnementaux. Donc, puisque voilà, une des grandes problématiques que je vais aborder aujourd'hui, c'est de limiter les impacts sur l'environnement naturel et humain. Globalement, donc, on a deux types de dragage. Le plus classiquement, des dragages d'entretien, donc j'ai dit pour maintenir les tirants d'eau existants dans les ports à la suite de sédimentation. Il y a aussi des dragages d'investissement, ou alors on peut dire également des dragages pour travaux neufs, qui ont pour objectif d'approfondir les ports. Par exemple, quand ils sont amenés à accueillir des navires avec des plus grands tirants d'eau, ou de réaliser des extensions en fait, des installations portuaires, ou des beaux chenaux, souvent. Donc voilà, il y a deux types de dragage, avec le plus souvent des dragages d'entretien pour maintenir. On a également trois grandes techniques de dragage. On peut avoir recours donc, à des dragages hydrauliques. On voit sur le petit camembert là, que j'ai mis dans ma diapo que c'est la technique qui est la plus répandue. Donc ici, ce sont des chiffres de 2019
et on voit qu'il y a un peu plus de 70% de dragage hydraulique. Donc là, c'est pour les grands ports maritimes. Ensuite, on a également du dragage hydrodynamique. Donc là, en fait, il s'agit de disperser les sédiments en injectant un courant d'eau ou alors en les remuant mécaniquement, donc par exemple la technique auto-dévasage, pour que les sédiments se remettent en suspension dans la colonne d'eau et soient évacués par les courants naturels. Et puis le dragage mécanique qui consiste à prélever les sédiments par des godets ou des bennes. En dessous de mon camembert, vous voyez un exemple de dragage hydraulique. Donc là, c'est une drague aspiratrice en marche. En fait, elle se déplace dans le port et elle peut aspirer les sédiments. On le voit là par ce qu'on appelle une linde. Les sédiments sont stockés dans les cales du navire. Et puis, ce navire va jusqu'au site d'immersion pour clapper les sédiments, donc les rejeter en mer. Donc ça, c'est une technique particulière et on va y revenir ensuite. Voilà. Donc, au CEREMA, on centralise l'ensemble des données relatives au dragage national. Pour cela, on réalise chaque année une enquête auprès des services police de l'eau, des DTM, les directions départementales des territoires et de la mer, et aussi auprès des grands ports maritimes. Donc, cette enquête, elle a pour objectif de centraliser les données, donc les bancariser à destination de l'État, de les mettre aussi à disposition des gestionnaires portuaires, des scientifiques, des bureaux d'études. Et donc, le CEREMA rapporte tous les ans pour l'État les données dragage aux différentes conventions internationales, notamment la Convention de Londres, la Convention de SPAR pour l'Atlantique du Nord-Est et la Convention de Barcelone pour la Méditerranée. Donc, ça permet de… voilà, la France rend compte sur ce qu'elle immerge en termes de dragage. Et donc, avec ces données, chaque année, le CEREMA produit un rapport d'enquête annuelle qui est en libre téléchargement à destination du grand public, mais aussi de personnes qui travaillent sur les dragages. On voit par exemple en haut à droite de ma diapo le rapport d'enquête dragage 2018. Ça doit être le dernier disponible et le 2019 va pas tarder à sortir. Donc à chaque fois, il y a un petit temps, un laps de temps, puisque l'année N, déjà, on recueille les données de l'année précédente. Donc, que tout ça soit traité, il y a un petit laps de temps avant que les rapports d'enquête sortent. Et donc, j'ai listé un certain nombre d'exemples de données qu'on répertorie via cette enquête. Donc, on a évidemment les quantités draguées. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, on a un peu plus de 26 millions de tonnes de sédiments qui ont été dragués en France, y compris outre-mer, dont 89% sont dragués par les grands ports maritimes. Donc, on a en France donc 7 grands ports maritimes métropolitains et 4 grands ports maritimes outre-mer. Et donc, en 2019, ces chiffres se rapportent uniquement à des dragages d'entretien. Il n'y a eu aucun travaux neufs, en tout cas pour les grands ports maritimes. Voilà, et ce qu'il faut avoir en tête également, donc on voit certainement que on le voit sur le graphique, deuxième graphique. Donc, ce
sont surtout au niveau des ports qui sont situés dans les estuaires qu'on a le plus de besoin de dragage. Par exemple, là, pour 2019, le grand port maritime de Bordeaux présente à lui seul 41% des quantités draguées en France métropolitaine. Voilà, il y a d'autres grands ports qui ont moins de besoin de dragage. Par exemple, à Marseille, en 2019, il n'y a pas eu de dragage puisqu'il est moins soumis à la sédimentation. Voilà, il y a aussi donc, la Guyane. Donc là, il y a énormément de dragage. Et par contre, là, on n'a pas des données chaque année parce qu'il y a tellement de sédimentation qui drague en continu. Et donc, chaque année, en fait, on a un chiffre fixe qui représente 14% des quantités draguées dans les grands ports maritimes. Donc, en plus de ces quantités draguées, on a une vision des destinations de ces sédiments de dragage. Donc, vous n'arrivez certainement pas à lire le graphe, donc je vais vous le commenter. C'est le deuxième graphe. Donc, on voit donc l'immersion, qui est la destination principale des sédiments. Il y a aussi donc la gestion à terre qui se développe de plus en plus, et on va en parler tout à l'heure. La remise en suspension qui correspond en fait à l'immersion, puisque c'est du dragage hydrodynamique, comme on l'a vu tout à l'heure, on remet en suspension les sédiments pour qu'ils soient évacués par les courants naturels. Il y a le rechargement de plage qui est une forme de gestion à terre. C'est une gestion à terre et une gestion en mer. C'est quelque chose qui est largement pratiqué, et on va le voir aussi un peu plus en détail dans les diapos suivantes. Et le dépôt en mer est illustré, mais en France, on le fait vraiment très rarement. Il s'agit de confiner les sédiments en mer, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est fait en France, c'est quelque chose qui est fait plutôt à l'étranger. C'est pas quelque chose qui est amené à se développer a priori en France. Voilà, donc toujours sur le contexte général, donc, pour faire un petit focus sur la destination des sédiments. Donc, la principale destination, c'est l'immersion. Donc, pour immerger, soit on transfère les sédiments dragués dans les ports par benne ou par du dragage mécanique ou hydraulique. On les transporte soit via une barge, soit directement dans la drague, comme on a vu tout à l'heure avec le cas de la drague aspiratrice en marche. Ensuite, donc, quand on a une drague aspiratrice en marche, on peut clapper directement les sédiments sur le site d'immersion par ouverture des puits de la drague. Et puis, donc, il y a plus besoin dans certains cas, souvent, ce n'est pas fait. Il y a de la surverse, c'est-à-dire que les sédiments qui surnagent dans les puits de la drague peuvent aussi être plus ou moins dispersés entre le port et le site d'immersion. Généralement, ce n'est pas fait. Les sédiments, ils peuvent aussi être transférés sur le site d'immersion ou à terre par des conduites. Et puis, donc, il y a un cas particulier, donc ça, c'est le dragage à l'américaine, le rejet au couteau. Et ça, c'est plutôt utilisé en Guyane. En fait, il drague aspiratrice en marche ou stationnaire qui aspire les sédiments et qui les rejette directement dans la mer au fil de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pratiqué en France métropolitaine. Ensuite, donc, on a la gestion à terre qui se développe pour les sédiments de dragage. Donc, ces sédiments, on peut les valoriser. Donc, on l'a vu, donc, quand leurs caractéristiques le permettent, notamment au niveau de la granulométrie, on
peut faire du rechargement de plage. On peut aussi les utiliser en BTP et pour les dragages, le plus logique, c'est de les utiliser directement pour créer des terre-pleins portuaires. Donc, ça peut être réalisé aussi. Ça dépend aussi des caractéristiques des sédiments, à la fois des caractéristiques et chimiques. Et par exemple, ils peuvent aussi être utilisés pour des couches routières, là encore, selon leurs caractéristiques. Donc là, il y a un petit schéma qui montre voilà, comment est-ce qu'on peut gérer des sédiments à terre. Donc généralement, avant de les valoriser, ces sédiments, ils transitent par des sites de transit justement, où ils vont sécher, en fait, être ressuyés, perdre un peu d'eau pour être plus facilement transportables par camion. Et puis la carte que vous voyez sur cette diapo est issue du rapport d'enquête dragage sur les données de 2009 et il indique en fait les sites où le rechargement de plage a été pratiqué en 2019, donc avec des ronds plus ou moins gros selon l'importance du rechargement de plage. Ce qu'on peut noter pour les chiffres de 2019, c'est qu'il y a eu 8,7% de la quantité totale des sédiments dragués qui a été utilisée pour du rechargement de plage. Ça représente 2,3 millions de tonnes de matière sèche de sédiments. Et la majorité, parce que c'est 2,1 millions de tonnes de matière sèche, ont été valorisées par le Grand Port Maritime de Dunkerque. Voilà, donc ce sont des formes de valorisation des sédiments qui se développent. Et on va y revenir dans les diapos suivantes. Ce que je voulais dire aussi, un autre chiffre de 2019, c'est qu'au total, 66% des sédiments dragués ont été immergés. On l'a vu tout à l'heure, c'est la destination principale. Par contre, ce chiffre, il est en diminution parce que jusqu'en à peu près 2017, on avait plutôt dans les 85% des sédiments dragués qui étaient immergés. Et donc, cette différence s'explique, en tout cas pour l'année 2019, par une plus forte proportion de sédiments qui sont gérés à terre ou en rechargement de plage. Voilà, donc maintenant on va venir, donc après tous ces aspects un peu techniques, aux impacts environnementaux potentiels de ces opérations de dragage. Donc les impacts, ils sont variables, ils dépendent de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la fréquence des opérations de dragage. On l'a vu dans certains ports, notamment en Guyane, les dragages en continu. Dans certains ports estuariens, le dragage est peut-être pas en continu, mais en tout cas, il est très régulier tout au long de l'année. Et dans d'autres, voilà, il n'a pas lieu tout le temps. Parfois, dans les ports, ça a lieu tous les 10 ans. Donc là, l'impact n'est pas le même sur les écosystèmes marins. Donc l'impact, il dépend aussi de la filière de gestion des sédiments. On n'a pas les mêmes impacts si on immerge, si on va gérer à terre. Il dépend également des volumes de sédiments qu'on va draguer, des volumes qu'on va immerger ou qu'on va remettre en suspension. Il dépend du type de sédiment. Je l'ai évoqué tout à l'heure de la granulométrie. Pour simplifier, c'est le diamètre en fait, des sédiments. On peut avoir des vases, on peut avoir des sables, on peut avoir des sédiments qui sont un peu caillouteux. Le plus souvent dans les ports qui sont milieux abrités, on a des vases. Donc, on a des vases avec de la matière organique et potentiellement des contaminants qui peuvent s'absorber sur cette matière organique. Quand on a des sables, on a beaucoup moins de problèmes de contamination des sédiments parce que justement, les contaminants s'absorbent moins facilement sur les surfaces sableuses.
Donc, ça dépend de la qualité des sédiments, qui est liée un peu à la granulométrie, mais aussi et surtout aux apports contaminants dans le pore via le bassin versant, toutes les activités qui ont lieu en amont de la zone portuaire. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Ça dépend également des conditions hydrodynamiques locales, notamment quand on a de l'immersion, il y a des sites qui peuvent être dispersifs. Donc, les sédiments qu'on va immerger vont être rapidement dispersés. Et on a aussi des sites qui peuvent être conservatifs, c'est-à-dire que les sédiments vont rester en place et former un tas de sédiments qui peuvent avoir d'autres impacts, d'autres types d'impacts que si on est sur des sites dispersifs. Donc, ça dépend évidemment de la sensibilité environnementale du site. Alors, le dragage, donc au niveau du port, et du site final de gestion des sédiments, donc le site d'immersion ou le site de gestion à terre. Donc là, la sensibilité, elle va dépendre des usages qui concernent les usages humains, enfin, les activités humaines. Si on a de la baignade, par exemple, on a une sensibilité particulière. Si on a de la conchyliculture ou des zones de pêche, voilà, c'est des choses qui sont prises en compte. Et puis, évidemment, de la sensibilité des habitats en place et des espèces sensibles. Sur le petit schéma que j'ai repris d'Ifremer, on voit une opération de dragage, drague aspiratrice en marche qui va aspirer les sédiments. Pendant le dragage, il y a une dispersion des sédiments, une remobilisation des sédiments dans la colonne d'eau. Et donc, il peut y avoir des problèmes liés à la turbidité, par exemple, qui peut amener, notamment pour les poissons, à des colmatages de branchies. Voilà, ou pour les stades larvaires de certaines espèces marines, ça peut être problématique aussi. Il peut y avoir des mortalités. Donc, quand on remobilise les sédiments, on peut remobiliser potentiellement des contaminants aussi dans la colonne d'eau, qui vont devenir biodisponibles pour le biote et qui vont avoir plus d'impact que si on les avait laissés piéger dans les sédiments sans les remuer. Voilà, pour résumer un petit peu. Ensuite, il y a la phase de transport. Là, il peut y avoir une dispersion également s'il y a de la surverse tout à l'heure. C'est quelque chose qui est de moins en moins pratiqué. Et puis ensuite, sur le site d'immersion, on voit qu'il y a du coup une première phase de descente et de dispersion des sédiments. Là, on a potentiellement un nuage turbide qui se forme et qui peut avoir donc les mêmes impacts que du dragage en termes de turbidité et de contaminants qui sont remobilisés dans la colonne d'eau. Ensuite, voilà, il y a au niveau du dépôt, si on est sur un site conservatif notamment, les sédiments qui sont déposés, s'ils sont contaminés, peuvent induire des relargages à l'interface eau et sédiments. Et puis, il peut y avoir, selon les conditions hydrodynamiques, des remises en suspension plus ou moins importantes. Alors, du coup, là, je vous ai vraiment schématisé les impacts environnementaux des dragages. On pourrait passer beaucoup de temps. Dans le cadre, avec le CEREMA, on fait partie d'un groupe de travail national qui s'appelle GEOD, d'études et d'observation des dragages et de l'environnement. Et dans ce cadre, il y a plusieurs organismes qui participent à ce groupe. Donc, on a à la fois des gestionnaires portuaires, des grands ports maritimes, des représentants aussi de ports plus petits, notamment la région Bretagne, par exemple,
le conseil départemental du Nord. Enfin, voilà, donc ça bouge un peu dans les années. On a également le ministère de l'Environnement qui est présent avec la direction de l'eau et de la biodiversité et la DGITM sur les infrastructures de transport maritime. On a également donc, des scientifiques, donc CEREMA présent, il y a aussi l'IFREMER et certains universitaires. Voilà, il y a des services police de l'eau qui sont amenés à participer à ces réunions. Voilà, c'est un groupe qui se veut assez large et qui a pour objectif de discuter des enjeux environnementaux des dragages. Sur le site du CEREMA, il y a accès aux documents qui sont produits dans le cadre de ce groupe Géode. Donc là, j'en ai mis quelques-uns à titre d'exemple. On a par exemple un ouvrage sur le suivi environnemental des opérations de dragage et d'immersion. Une revue, là c'est le dernier qui est sorti, une revue des bonnes pratiques environnementales, dragage et d'immersion, notamment comment on fait pour limiter les impacts en termes de turbidité, contamination. Voilà, c'est un guide là-dessus. Il y a aussi un guide sur l'évaluation des risques sanitaires des opérations de dragage et d'immersion. Donc ça, c'est un guide que j'ai coécrit, puisque comme l'a dit M. Prazuc tout à l'heure, donc au départ, je viens du ministère de la Santé et compétences à la fois en environnement et en santé. Du coup, j'ai été amenée à travailler sur ce guide en lien avec plusieurs membres de Géode. Et puis, le dernier que j'ai cité, c'est un guide sur la rédaction des études d'impact pour les opérations de dragage et d'immersion. Voilà, donc ce n'est pas exhaustif, il y en a d'autres, mais les principaux guides et les derniers qui sont disponibles sur le site internet, du CEREMA, rubrique Géode. Voilà, donc ça c'est un groupe, le groupe Géode, c'est un groupe de travail qui est national. Il y a aussi de travail sur le sujet au niveau international. Par exemple, au CEREMA, participe pour la convention OSPAR au comité EIHA, qui traite tout ce qui est impact des activités humaines sur l'environnement. Et donc, il y a pas mal de discussions sur les dragages. Et moi, je suis expert technique du ministère pour notamment ces réunions-là à l'international. Il y a aussi des groupes de travail liés à d'autres conventions. Donc, on l'a vu, la Convention de Londres et l'OMI. Là, c'est international. Donc, la Convention OSPAR, c'est l'Atlantique Nord-Est. Convention de Londres, c'est international. Et donc, là, par exemple, on a travaillé sur la mise en place de seuils de gestion des sédiments de dragage pour les pays qui ne disposent pas de seuils nationaux. On a aussi le groupe SEDNet, qui est un groupe européen. Donc, il y a des colloques qui sont organisés tous les 2 ans pour mettre en commun les résultats des recherches dans différents pays. Donc, sur les sédiments. Là, c'est à la fois sédiments maritimes et sédiments fluviaux. On a le CEDA, Central Dredging Association, où là, on parle essentiellement et uniquement de dragage, donc gestionnaire portuaire. Et puis l'AIPCN, qui produit également des guides sur le dragage. Donc voilà pour le cadre général lié à ces problématiques des dragages et des impacts environnementaux. Maintenant, je vais balayer, mais alors vraiment de façon très large, parce que là aussi, c'est assez dense.
le cadre réglementaire et surtout les perspectives d'évolution actuelles. Donc, j'en ai pas mal parlé déjà. Donc, il y a quelques recommandations internationales qui ont un impact sur la réglementation des dragages au niveau national. Donc, on a vu la Convention de Londres. Donc, elle date de 1972 et il y a un protocole spécifique pour l'immersion qui date de 1996 où il y a une rubrique importante pour les dragages. La Convention de Barcelone pour la Méditerranée. Cette convention date de 1976. Là encore, on a des protocoles relatifs à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion, avec donc des recommandations pour les dragages. Et puis la Convention OSPAR, qui date de 1992 et qui concerne l'Atlantique du Nord-Est. Donc, via la convention OSPAR, on a notamment des lignes directrices qui concernent la gestion des matériaux de dragage en mer. Et ces lignes directrices ont été publiées en 2009 et elles ont été publiées en 2014. Donc, elles sont disponibles sur le site internet d'OSPAR. On a également des directives européennes. La DCE, c'est la directive cadre sur l'eau qui régit les opérations de dragage. Je vais en parler plus en détail dans la diapo suivante. La directive cadre stratégie milieu marin également fixe des objectifs de qualité des milieux marins. Les dragages qui peuvent impacter cette qualité sont concernés par cette directive. On a également la directive Natura 2000 qui peut donner lieu dans certains cas, notamment proches de sites Natura 2000 avec des espèces sensibles protégées, des habitats sensibles protégés. Il peut y avoir des études réglementaires spécifiques qui sont liées à Natura 2000. Et donc, au niveau national, il en découle la loi sur l'eau, la loi sur la protection de la nature. Là, je ne suis pas exhaustive du tout, mais voilà, donc la loi sur la protection de la nature, ça donne lieu à des études d'impact et la loi sur l'eau à des études d'incidence. Des dossiers réglementaires qui sont obligatoires à une opération de dragage et d'immersion ou de dragage et de gestion à terre. J'ai indiqué voilà, un ouvrage là, qui est sorti récemment sur le site internet du CEREMA. Il s'agit d'une note synthétique qui fait le point sur la réglementation en matière d'investigation à mener avant de réaliser une opération de dragage en milieu marin pour déterminer justement donc, les impacts sur l'environnement de l'opération de dragage jusqu'au traitement des matériaux. Voilà, il est principalement destiné aux maîtres d'ouvrage et aux services instructeurs de l'État. Et il est téléchargeable sur le site du CEREMA. Donc, je vais accélérer un petit peu parce que je crois que je vais dépasser. Donc, le cadre réglementaire, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on a la loi sur l'eau. Et donc, il y a un arrêté qui en découle et qui fixe des niveaux de gestion des sédiments de dragage. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on a des niveaux 1 et des niveaux 2. En dessous du niveau 1, on considère que la contamination des sédiments de dragage est faible et qu'il y aura peu d'impact. Entre 1 et 2, on fait des investigations complémentaires, notamment on peut faire des analyses, on peut faire aussi des tests écotoxicologiques, donc ce sont des tests sur les organismes vivants pour évaluer la toxicité globale des sédiments. Et puis le niveau 2, au-delà duquel on considère qu'il y a un impact potentiel et donc on va faire obligatoirement des investigations complémentaires et le plus souvent, il s'agit de ces fameux tests écotoxicologiques. Donc, ces niveaux 1 et 2 réglementent les concentrations de certains contaminants. Donc on a des éléments traces métalliques, des PCB, des polychlorobiphéniles, qui sont des substances synthétiques.
les hydrocarbures et le tributylétain, qui est un biocide qui est utilisé, enfin, qui était utilisé, mais qui est très persistant dans les peintures antifouling. Il est interdit depuis 1986, mais on le retrouve toujours dans les sédiments qui constituent des réservoirs de contamination. Donc, en fonction du dépassement ou de ces seuils, on a des dossiers réglementaires plus ou moins importants, soit en déclaration, avec des dossiers réglementaires plus légers, soit en autorisation. Là, on a vraiment un dossier réglementaire et une étude d'impact approfondie. Pour parler des évolutions, donc là, actuellement, on travaille avec le ministère et d'autres organismes, dont le BRGM, sur la mise en œuvre de l'article 85 sur la loi sur l'économie bleue, qui date de 2016, et qui prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, il y aura une interdiction d'immerger des sédiments de dragage pollués. Donc, la question de ce groupe de travail, c'est de savoir à partir de quand on considère que le sédiment de dragage est pollué. Et donc, l'objectif, c'est de faire évoluer la réglementation et les pratiques et de définir une méthodologie et des seuils au-delà desquels l'immersion est interdite. Le seuil N2 qu'on a vu tout à l'heure n'est pas un seuil d'interdiction. Donc, il y aura probablement un seuil N3 d'interdiction d'immerger les sédiments et peut-être des seuils intermédiaires. Donc ça, c'est actuellement en cours de réflexion. On l'a vu tout à l'heure, les dragages sont aussi concernés par la directive cadre stratégie milieu marin. Donc, dans cette directive, il y a un certain nombre d'objectifs environnementaux qui sont liés à différents types de descripteurs. Et pour les dragages, on a notamment le descripteur 8 sur la qualité contaminant chimique et donc la qualité chimique des dragages, et le descripteur 6 sur l'intégrité des fonds marins qui concerne particulièrement les dragages. Et donc, il est question de développer des indicateurs sur les dragages pour conseiller, rendre compte dans le cadre de cette directive 4 stratégie milieu marin sur voilà, la qualité des sédiments dragués et immergés. Donc ça, c'est un des objectifs qui est à remplir, notamment actuellement via un projet de développement de la base de données dragage nationale. Donc, les sédiments portuaires, on l'a vu, on surveille leur qualité à chaque fois qu'on fait une opération de dragage, mais on surveille également leur qualité tout au long de l'année via un réseau qui s'appelle le REPOM. Donc, il est piloté par le ministère de l'Environnement et mis en œuvre par les services police de l'eau des DDQM. Et le CEREMA assiste le ministère en tant qu'expert technique pour bancariser et exploiter ces données. C'est un réseau qui est assez ancien, il date de 1997 et il évolue. Notamment, en 2010, on a intégré les substances prioritaires de la directive 4 sur l'eau. En 2014, on a intégré le réseau de surveillance de la DCSMM. Et là, cette année, on a fait, à partir d'un bilan réalisé sur les contaminants qu'on retrouve, notamment les contaminants de la PCE, on a réalisé un bilan et on a fait évoluer le REPOM, notamment en développant la surveillance de nouveaux contaminants, par exemple la chlordécone pour les Antilles, qui est un pesticide, et les microplastiques, parce que c'est une problématique qui est de plus en plus prégnante au niveau des conventions internationales sur les dragages, au niveau de l'environnement marin en général. Donc, on doit surveiller ces microplastiques au niveau national. Donc, l'objectif de ce réseau, c'est de surveiller la qualité des sédiments portuaires et d'évaluer les politiques publiques environnementales au niveau des ports. Je suis désolée, je pense que je suis un peu trop longue, donc j'essaye d'aller vite. Il y a quelques solutions de prévention des pollutions portuaires qu'on développe,
soit donc, les pollutions portuaires, elles viennent du bassin versant, mais aussi des activités dans le port. Donc, je vais vous donner quelques exemples, notamment les carénages. Donc, c'est le fait de gratter les coques de navires et potentiellement, ça peut disperser les biocides dans l'environnement marin si on ne récupère pas et si on ne traite pas les effluents. Et donc, dans ce cadre, le CEREMA travaille avec le ministère et avec d'autres organismes, notamment là, c'est l'INERIS, et les services publics également, pour établir une réglementation nationale sur les rejets de carénage. Un petit mot également, donc, sur le site Géolittoral qui est administré par le CEREMA, vous avez une rubrique sur les carénages où on a créé un SIG, cartographie, qui est évolutive, puisqu'elle est revue chaque année avec, pour tous les ports de plaisance, le niveau de traitement des effluents de carénage et la disponibilité ou non d'une aire de carénage avec traitement des effluents. Ça, c'est mis à jour tous les ans par le CEREMA en lien avec les services de police de l'eau littorale. Pour réduire les pollutions portuaires, donc on a parlé des microplastiques, il faut réduire aussi l'apport de déchets en mer. On travaille dans le CSMM sur l'optimisation de leur collecte et de leur gestion. Et donc, il y a des actions qui sont actuellement en cours pour identifier des ports prioritaires qui bénéficieront d'un appui de l'État pour améliorer leur système de collecte. Et puis, la construction, comme pour les carénages, d'un SIG à destination grand public qui répertoriera le type de déchets collectés dans l'ensemble des ports, qu'ils soient de plaisance, de commerce ou de pêche. De façon à globaliser l'ensemble de ces actions, le CEREMA propose de réaliser des diagnostics environnementaux des sites portuaires pour les gestionnaires. Donc, ça permet d'analyser les données de qualité des sédiments, d'identifier, de confronter ces résultats aux rejets présents dans les ports, de travailler notamment sur les pluviales, les rejets spécifiques industriels ou de stations d'épuration, les carénages, optimiser la gestion des déchets et puis définir un plan d'action pluriannuel pour améliorer la qualité de l'environnement portuaire. Et enfin, donc là j'arrive à ma dernière diapo. On en a parlé largement de la présentation. De plus en plus, on va vers la valorisation des sédiments. Donc, ça peut être des valorisations à terre. On a vu, il y a plusieurs solutions en technique routière, en produits de construction, aussi en valorisation agricole. Donc, plusieurs filières qui se développent, pas encore totalement économiquement viable et bien développé. Donc, voilà, c'est un travail qui est en cours. Et puis aussi, donc, plutôt que d'immerger les sédiments et de les projeter sur des immersions, une des pistes d'amélioration, c'est de développer les usages bénéfiques en mer des sédiments. On le voit, donc il y a des problèmes d'érosion côtière. Les sédiments sont déjà utilisés en rechargement de plage. Dans certains pays, les sédiments sont immergés pour être réintégrés au transit sédimentaire naturel et pallier à ces problèmes d'érosion côtière. Ça, c'est des pistes aussi d'évolution actuelle. Et voilà, j'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.